Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Travail du social. Collection dirigée par Alain Villebrode. La collection s'adresse aux différents professionnels de l'action sociale mais aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants souhaitant disposer d'analyses pluralistes approfondies à l'heure où les interventions se démultiplient, où les pratiques se diversifient en écho aux recompositions du travail social. Qu'ils émanent de chercheurs ou de travailleurs sociaux relevant le défi de l'écriture, les ouvrages retenus sont rigoureux sans être abscons et bien informés sur les pratiques sans être jargonnants. Tous prennent clairement appui sur les sciences sociales et, dépassant les clivages entre les disciplines, se veulent être de précieux outils de réflexion pour une approche renouvelée de la question sociale et, corrélativement, pour des pratiques mieux adaptées aux enjeux contemporains. Dernière parution. Martine Potier, Jacques Latsou, éducateur. Récit d'une vie, 2021. Jean-Christophe Contigny, éducation spécialisée, l'écriture de l'agir. La fabrication du quotidien, 2020. Elisa Fellayfavre, le travail social et le recours à la fiction, la relation entre assistant de social et bénéficiaire de l'aide sociale financière en Suisse, 2019. Fatih Benmerad, interaction communicative en médiation. La construction d'un dialogue, 2018. Florence Douguet, Thierry Fillaut et Juliette Hontebeyrie, intervenir en première ligne, les professions de santé libérale face aux défis de la santé de proximité, 2016. Charline Olivier, le travail social à l'épreuve de la rencontre, 2016. Christophe Véron, les formateurs en travail social. Sociologie d'un groupe professionnel menacé, 2016. Florence Tardif-Bourgoin, vers une professionnalisation du bénévolat, 2014. Édith Lapère, une éducatrice raconte, 2014. Marc Chevalier, les disciplines artistiques au service de la formation des adultes. 33 années d'expérience pratique, 1962 à 1995, 2012. Bernadette Angleraud, Lyon et ses pauvres, 2011. Une pensée attentionnée pour les étudiants en travail social. La balle est désormais dans votre camp. Pour Arthur, Kairéane, Vasco et Lucien, mes petits-enfants, vous êtes les citoyens de demain. Remerciements. Je remercie ici très sincèrement les personnes qui m'ont aidé et qui ont permis que cette écriture puisse se réaliser. Michel Chauvière, conseiller de la première heure et observateur patient du processus de création, ainsi qu'Hélène Cornière qui, en me prêtant sa maison normande, a permis la réalisation des entretiens préalables à cette écriture. Merci également à Roger Bello et Daniel Terral, qui furent de précieux relecteurs. Merci à Brigitte Bouquet qui a accepté simplement de rédiger la préface de cette biographie. Sa présence ici me touche profondément. Merci à Pierre et Isabelle Verneuil pour leur accueil dans mon univers limousin, à Isabelle qui a également accepté d'être rélectrice. Toute ma gratitude à Alain Villebrode, qui a accompagné le processus de publication. Un rien me fait chanter, paroles de Charles Trenet. Musique de Charles Trenet et Léon Chauliac. Copyright édition Raoul Breton, 1941. C'est beau la vie, paroles de Michel Senlis et Claude Delécluse, musique de Jean Ferrat. Copyright production Alléluia Gérard May, 1963. Les vieux paroles Jacques Brel, musique Jacques Brel, Jean Corty et Gérard Joannest, copyright édition Gibrel Bruxelles, 1965. Les paroles sont reproduites avec l'aimable autorisation des maisons d'édition concernées. Droit réservé. Mes remerciements vont également à Monique Bess, puis au CMEA, sans lesquels cet ouvrage n'aurait pu paraître. En effet, l'association a assuré le financement des droits d'auteur des chansons que Jacques Latsou a choisies. Les droits d'auteur que générera cet ouvrage iront à l'association Les Compagnons de la Nuit, que Jacques Latsou chérissait et au sein de laquelle il s'est fortement investi. Préface générale. Jacques Latsou nous avait averti qu'il voulait fêter en mai 2017 ses 90 ans ainsi que ses 70 ans de militantisme au CMEA, mais son décès le 16 avril 2017, jour de Pâques, fut un très grand choc. Je le connaissais depuis 1975, alors que j'étais enseignante à l'université de Créteil pour la création d'une maîtrise en travail social, renommée très rapidement autrement.
Il m'y a apporté son soutien, son appui, et n'avait pas cessé de le faire depuis. Il en a été de même pour un grand nombre de travailleurs sociaux qui lui sont non seulement reconnaissants, mais surtout, en raison de son soutien, ont énormément partagé avec lui. Nous avons tous ressenti avec Jacques que l'accueil de l'autre, c'est le sourire, la main tendue, le début de la joie intérieure et de la paix sociale. Aussi, j'ai lu attentivement ce livre comportant ses dernières paroles dans Vive la vie ainsi que rappelant son récit de vie dans ses entretiens avec Martine Potier, intitulé Jacques Latsou, éducateur. Ce livre m'a touché, car il apporte non seulement certaines connaissances et précisions de sa vie, mais surtout ce qu'il juge essentiel tant pour le sens du travail social que dans chacun des âges de la vie. On sent bien ce qu'il désire nous transmettre. Comme tous, j'ai ressenti que Jacques Latsou a toujours porté des valeurs, voire un idéalisme. Comme l'a dit Jean-Michel Belorget, il avait une foi joyeuse et de l'espérance dans le respect des différences. Cela a conduit Jacques au besoin de sortir très tôt de sa carapace individuelle, à avoir une confiance à peu près absolue dans les autres, à être créatif. On est tout le temps en train de composer, et la composition que je fais, c'est une création artistique du social, et à faire régulièrement des propositions. L'accompagnement, c'est d'abord le partage, disait-il. Il réfléchissait au fondement de l'action. Ainsi, il a pu mobiliser dans le même but l'action, le sens et le raisonnement. Il a défendu l'humanité des rapports, auquel il a joint une conception politique du vivre ensemble. La philosophie a orienté son existence. Jacques nous a parlé souvent de ses lectures, Emmanuel Mounier, Paulo Freire, Edgar Morin, Albert Jacquard. Et de ses rencontres qui ont balisé son cheminement et étayé ses positions d'action, notamment Henri Wallon rencontré en 1946 à l'âge de 19 ans. Roland Assatiani rencontré pour la première fois en 1947 et retrouvé maintes et maintes fois à travers des articles que nous échangions, dans des colloques, des réflexions autour de la formation. Fernand Deligny en 1948, au cours d'un stage CMEA. Tony Lainé son Utopie, l'écoute des fous et pour lequel le verbe agir avait un véritable sens. Bertrand Schwartz, à l'origine d'une nouvelle approche de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, incarnée par la création d'émissions locales. Jacques parlait de tous avec émotion et respect, reconnaissant pour leur confiance et leur apport. Je me permets de dire que Jacques est devenu lui aussi une mémoire, importante pour le travail social. Compte tenu de la richesse et des apports de ces deux textes, je ne reprends que certains aspects que j'ai fortement vécus et reçus de lui, notamment la formation, l'action politique, le rôle du Conseil supérieur du travail social. 1. La volonté de Jacques pour un enseignement supérieur du travail social a été très forte. Les formations de l'action sociale devraient rejoindre l'université, disait-il. À mon arrivée à l'université de Créteil en 1975, pour la mise en œuvre d'une maîtrise en travail social, j'ai connu Jacques qui s'intéressait depuis l'origine à ce projet novateur d'un diplôme universitaire, même sans le bac. En effet, ayant lui-même une licence de lettres et une formation d'éducateur de l'Institut de formation de psychopédagogie médico-sociale de la Faculté de médecine de Montpellier, il considérait les apports de l'université très intéressants, en raison notamment des approches disciplinaires qui l'ont nourri intellectuellement et de l'intérêt des transversalités entre psychologie, pédagogie, médicale et sociale. C'est donc à l'université de Créteil que sa femme Georgette fit ses études pour avoir sa maîtrise. Parmi les petits groupes de travail organisés, elle faisait partie de celui que je dirigeais et nous allions travailler souvent à Meudon à sa forte demande, la maison étant souvent un lieu de rencontre. Jacques sera fortement touché par la maladie de Georgette qui l'emportera l'été 1985 et par la mort de son fils alors âgé de 47 ans. Le passage de la formation du travail social à l'université ne fut pas réalisé en raison de fortes oppositions. Je crois vraiment que le divorce entre l'université et les professions sociales est tout à fait dommageable. Il faudra qu'on trouve le moyen d'intégrer l'université et d'y avoir une place convenable, pas un strapontin, s'est plaint Jacques. Néanmoins, il n'a cessé de défendre la qualification, action reprise plus tard par la création du CQFD, c'est la qualification qu'il faut développer, organisée par Didier Tronche, Jacques Latsou, Michel Chauvière, Jean-Noël Chopard, Daniel Gacker et moi-même. On construit petit à petit une pensée sur la formation, sur les allées et venues de la formation, sur les étapes par lesquelles elle est passée,
Et on aboutit à l'idée qu'il faudrait que tout ça soit capitalisé, décrit Jacques. A donc suivi un colloque à l'UNESCO en 2002, bien appuyé par Pierre Gauthier qui y voyait les éléments d'une résurrection de la formation. 2. Jacques a toujours eu un souci politique. En mai 1981, alors qu'il était volontairement en année sabbatique pour prendre un temps de réflexion, Jacques devint un conseiller technique occasionnel de Nicole Questiot pour la construction du projet politique afin de rester sur le terrain, et partagea beaucoup avec Pierre Gauthier, alors directeur de cabinet de Nicole Questiot. L'adresse de Nicole Questiot en direction des acteurs du social a réveillé tous mes espoirs. Non seulement elle nous encourageait à reprendre l'initiative, mais elle nous désignait avec les usagers comme principaux partenaires associés, et nous demandait aussi de réanimer les associations sociales, rappelait Jacques. Le souci de promouvoir l'action sociale collective, préventive ou promotionnelle plutôt que réparatrice, est nettement manifesté dans le texte. Mais 30 ans après, quel écho la circulaire du 28 mai 1982 de Nicole Questiot a-t-elle eu ? Pour Jacques, une chance nous avait échappé. Sans relâche, il a mené le combat pour le développement des politiques sociales à la hauteur des besoins et des valeurs républicaines. Il a fait surgir un débat démocratique autour de l'action sociale, car l'action sociale n'est pas neutre, elle n'est pas seulement aidante, elle s'inscrit dans un combat idéologique, elle est politique. C'est pourquoi il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 30 mars 1998 par Pierre Gauthier, devenu directeur de l'action sociale. Pour poursuivre les réflexions, un groupe nommé SPIRE qui signifie spirale, se réunissait 4 ou 5 fois par an, au total une centaine de rencontres. Il était composé de travailleurs sociaux et de personnes, tous engagés pour échanger sur l'actualité, partager les points de vue, prendre du recul par rapport à l'événementiel sans déboucher forcément dans un projet d'action. Selon Jacques, il s'agissait plus d'un groupe de partage permettant à la pensée de se développer, que d'un groupe de parole, même si la parole et la liberté qu'on se donnait par rapport à elle en étaient le support principal. Cela entraîna le lancement des États généraux du social du 18 au 25 octobre 2004, avec des débats, des marches de nuit, des spectacles, et la production des cahiers de doléances et de propositions sur 12 thèmes. L'exigence d'égalité dans le traitement social et de dignité à l'égard des bénéficiaires comme des intervenants y a été affirmée et réaffirmée. De même, c'est du groupe SPIRE que sont nés le MIHL, Mouvement interdisciplinaire pour un humanisme laïque, et le MP4, Mouvement pour une parole politique des professionnels du social, pour déboucher sur le séminaire Demain, quelle politique sociale de solidarité, de septembre 2009 à 2011. Le but que nous partagions tous était de comprendre et d'analyser les éléments constitutifs d'une politique sociale de solidarité, et de faire des propositions pour la reconstruire et la développer. Avec l'association et la présence de Nicole Questiot, le séminaire a permis une réflexion interactive, une confrontation pragmatique, une élaboration progressive. Utopie, tout cela ? Certes non, mais une volonté politique, une mobilisation des acteurs, un changement de perspective, a écrit Jacques. Jacques a mis également en œuvre ses fondements politiques, en s'engageant dans sa municipalité. Dans une société démocratique, le citoyen est un membre participant. Comme membre du Parti socialiste et tête de liste de 1989 à 1995, il sera 12 ans conseiller municipal. 3. Pour permettre la construction d'un projet social et politique, il y eut une réalisation effective que désirait Nicole Questiot lorsqu'elle était ministre, le Conseil supérieur du travail social, CSTS, décret numéro 84 à 630 du 17 juillet 1984. Le CSTS, conçu comme pôle consultatif et incitatif, traduit son souhait de créer une cohérence et une cohésion. Le CSTS doit mener une réflexion sur l'évolution du travail social, dans la perspective d'une affirmation de la solidarité nationale, et en dépassant le cloisonnement des acteurs de la vie sociale, a dit la ministre. L'arrêté du 25 novembre 1984 précise dans son article 3, en matière de fonctionnement, la constitution des groupes de travail ad hoc et l'appel possible à des experts extérieurs. Le premier règlement intérieur a été soumis aux membres du CSTS, le 28 juin 1985. Ensuite,
en raison de la refonte du règlement intérieur qui voulut que le vice-président soit élu parmi ses pairs. À la surprise de Jacques, sa candidature fut présentée par la CFDT et la CGT et il fut élu dans un consensus remarquable. Ainsi Jacques exerça la fonction de vice-président du CSTS, de 1993 à 2002. Son rôle lui est reconnu par tous et en cela, il permet de faire en sorte que la direction de l'action sociale retrouve une fonction de décision. Jacques a entrepris de faciliter les paroles et échanges, une coordination des travaux par l'intermédiaire d'un bureau réunissant les présidents de groupe et l'administration, des analyses et la réalisation de rapports, une diffusion par le biais des congrès et conférences, les orientations. Pour la 5e mandature, Jacques m'a poussé à prendre sa suite malgré ma crainte de ne pas y arriver, et je fus élu et réélu pour la 6e mandature. Siégeant alors en tant que personne qualifiée, il m'apporta personnellement aide et soutien, continua ses réflexions et fut notamment responsable du rapport L'usager au centre du travail social. Représentation et participation des usagers. On peut dire que la responsabilité et la participation de Jacques furent très importantes, et prendre sa suite était impressionnant pour moi. Si j'ai montré particulièrement ces 3 aspects, c'est pour dire combien Jacques s'impliquait. L'avenir et le plaisir de faire ne résident pas dans la sécurité des habitudes, mais dans la liberté de créer, a-t-il écrit. Il savait susciter le désir qu'il dit moteur de la vie chez toute personne, car le désir pousse à l'effort et à la compréhension. 4. Mais aussi et surtout, Jacques a eu un engagement associatif important et continu toute sa vie. Militant du CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, Jacques s'est appuyé sur les idées de ce mouvement pédagogique dans toutes les fonctions qu'il a exercées. Il a toujours cru aux principes et aux valeurs de l'éducation nouvelle, dans les nombreuses actions qu'il a accomplies. Adhérent en 1947, il y est permanent en 1961 et y reste jusqu'en 1974. Il sera ensuite élu vice-président. Profondément attaché au CMEA, sa fidélité est à la fois cérébrale parce que j'aime les idées, et affective, parce que c'est là que j'ai appris le plus de choses dans ma vie, et il a écrit dans la revue VST, mon adhésion au CMEA a fortifié ma foi. La foi en l'homme que j'y ai puisée a ravivé ma foi en Dieu. Pour ma part, lorsque j'étais directrice au CEDIAS Musée Social et parce que j'avais une forte reconnaissance pour les apports de Jacques, je l'ai invité à nous rejoindre. Jacques y a été très actif. Membre du CA le 14 mai 1997, élu secrétaire général le 5 juillet 2001, lourde responsabilité. Il démissionna de ce poste pour raison de santé le 25 septembre 2013, mais est resté membre du comité de rédaction jusqu'à son décès. En effet, outre ses nombreuses activités au CMEA et au CEDIAS, il participait activement à leur revue. Il contribua à VST Vie sociale et traitement du CMEA depuis son action professionnelle et militante, et à Vie sociale du CEDIAS dès son arrivée au CA. Il aimait les livres, la poésie, le roman, le théâtre. Un nombre impressionnant d'articles et de notes de lecture dans ses revues le montre. Son engagement associatif ne s'arrêtait pas là, et était lié à sa citoyenneté. Notamment, Jacques a été vice-président de l'association Les Vagabonds Efficaces, association pour la promotion de l'œuvre de Fernand Deligny, administrateur des Compagnons de la Nuit, association accueillant des SDF autour de thématiques culturelles et conviviales. Il a participé à la création de l'Observatoire international des prisons, d'un hôtel social à Clamart, entrepreneur de spectacles. Pour le théâtre du fil, Jacques Latsou était passionné par le théâtre, il considérait une certaine proximité entre la pratique du comédien et celle de l'éducateur. La nouvelle cordée, visant à favoriser l'insertion des enfants et adultes à difficultés multiples, reprenant ainsi l'initiative de Fernand Deligny dans les années 40 plus connue sous le nom de La Grande Cordée, et diverses missions en France et à l'étranger. Jacques non seulement nous en parlait régulièrement, mais nous y invitait. Ainsi, les 2 textes mis côte à côte dans cet ouvrage nous montrent bien la parole de Jacques, résister, mobiliser, construire. Le déroulement de la vie de Jacques et tous ses apports rappelés dans ses entretiens avec Martine Potier montrent, comme l'a dit Jacques, combien j'ai été heureux dans ma vie professionnelle, à force d'initiative, d'invention, de nécessité de faire face à l'inattendu,
de l'obligation qui était la mienne et celle de mes amis de répondre à des comportements nouveaux produits par une société de plus en plus hostile à tout ce qui pouvait apparaître comme marginal. Sa sensibilité à toutes les formes de maltraitance et de souffrance l'a conduit parfois à avoir des colères, à être intransigeant voire même violent, ce qui lui a été reproché par certains alors que d'autres le jugeaient dépassé, en retard sur son temps. C'est peu savoir son ouverture à la rencontre et au débat, tout peut se discuter, disait-il. Grâce aux entretiens de Martine Potier avec Jacques Latsou, nous connaissons non seulement sa vie professionnelle, son savoir-faire, son leitmotiv ensemble, mais aussi la constance et la force de son engagement, sa défense des valeurs et de la culture professionnelle du travail social. C'est dans Vive la vie. Lettre aux éducateurs, aux jeunes et à tous les vivants que Jacques transmet ce qui lui paraît primordial tout au long de sa vie. Par cet écrit très personnel, autobiographique, synthèse de ses convictions et de ses croyances, il exprime ses choix éthiques et philosophiques, le sens que la vie a pour lui, les raisons de ce qu'il a réalisé, les plaisirs partagés. Il nous montre la nécessité de la connaissance la plus objective de soi, l'importance de l'espérance, du désir, de la joie de vivre, de la confiance raisonnée, de l'accueil de l'autre, de la bienveillance, du bien-vivre. Pour dire ma et notre reconnaissance, je terminerai en reprenant quelques-uns des qualificatifs donnés à Jacques Latsou. Merci à l'homme qui ne baisse pas les bras, à l'éducateur engagé, au créateur actif, au passeur d'avenir. Brigitte Bouquet. Jacques Latsou, éducateur. Des valeurs pour se construire. L'enfant. Jacques naît le 18 mars 1927 à Charleval, dans l'Eure. À sa naissance, Madame Latsou tombe gravement malade, ce qui l'empêche d'allaiter le petit Jacques comme elle souhaitait le faire. Mais la présence chaleureuse de relais familiaux, ses tantes, accompagneront ce bébé dans ses premiers mois difficiles. Mon enfance est peut-être une des choses dont j'ai le moins de souvenirs, commence Jacques Latsou. Mais je pense avoir eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une enfance heureuse entourée d'affection. Je crois que j'ai essayé de me situer comme le bon enfant du milieu que j'étais, c'est-à-dire entre un grand frère, une grande sœur, un petit frère et une petite sœur. J'ai tâché de profiter de mon statut de grand chaque fois que je pouvais en acquérir un avantage, et de mon statut de petit quand je n'avais pas envie de faire ce que les grands faisaient. Les photos d'enfance du petit Jacques le montrent potelé, de ces rondeurs qui caractérisent ceux qui sont bien dans leur vie, qui aiment la vie. Il est en effet plein de vie et fait souvent le pitre. C'est pourquoi on le surnomme Jaco ou encore Coco. Il développe une admiration pour son grand frère, dans la suite de celle qu'il voue à son père. La famille de Jacques Latsou est modeste et son père, toute sa vie, tente de conquérir un statut en entreprenant des démarches avec courage et constance. Dans cette maison où chaque sou compte, le jeune Jacques apprend très tôt le partage avec ses frères et sœurs. On rapièce les vêtements par exemple, et c'est ainsi qu'il portera longtemps les vêtements retaillés de son grand-père. Il attendra un certain temps avant d'avoir des vêtements à lui. Ou encore lors de la toilette du samedi, Jacques est régulièrement le troisième à se baigner dans l'eau du baquet qui est alors passablement savonneuse, mais cela n'entame pas son moral. Monsieur et Madame Latsou, les parents, sont croyants et pratiquants. Le soir, la prière réunit toute la famille autour du crucifix. Le dimanche, la famille se déplace à l'église paroissiale pour la messe dominicale. C'est là que le jeune Jacques participe à la chorale de la paroisse. Joseph Latsou le père dirige ce chœur et c'est ainsi que Jacques fait ses débuts de choriste, parfois en solo pour les grandes occasions, à Noël par exemple. Il prend ainsi goût à la polyphonie vocale, et il est sensible à la musique que son père écoute. La famille Latsou évolue dans un bain de culture ouvrière faite d'honneur et de la dignité de bien faire son travail. La dignité n'est pas dans la richesse, elle se trouve dans la manière qu'on a de vivre. Jacques grandit avec la découverte des joies simples. La maisonnée vit chichement, mais il y a toujours lors des repas la part du pauvre à laquelle tiennent ses parents. Cela lui permet de comprendre qu'il existe plus pauvre que lui. Jacques a quelques amis un peu plus riches que lui. Chez eux il y a des tapis luxueux sur lesquels il aime bien se vautrer, mais il ne les désirait pas chez lui. Pour autant, comme tous les enfants, Jacques a des envies dont il sait bien qu'elles ne se réaliseront pas sauf exception. Le train électrique par exemple, reçu par l'intermédiaire du supérieur d'un couvent ami de son père, une locomotive, 3 wagons et quelques rails. Même s'il a longtemps rêvé le compléter, cela ne s'est jamais fait.
Jacques prend le parti de ce qui se présente. Il apprend ce faisant à différer ses désirs et apprécier l'attente. Je ne comprends pas la propension des gens à vivre dans l'immédiateté aujourd'hui, commande-t-il. Parce que l'attente c'est important, c'est dans l'attente que se trouve l'espoir. Si tu es satisfait tout de suite, tu n'as plus besoin d'espérance. D'ailleurs, ceux qui sont dans le désir d'immédiateté ne sont pas forcément des gens dans le besoin. Vers 7 ans, une grave otite le confronte avec la mort. Ses parents sont à ce point inquiets pour ses jours que l'évêque d'Amiens, qui est ami de son père, vient lui donner l'extrême onction. Il s'en tire cependant à bon compte. On lui dira que c'est grâce aux prières. Jacques, lui, n'en garde pas un souvenir traumatisant. Bien sûr, il lui faut faire ensuite attention à ne pas mouiller ses oreilles lors des toilettes dans le baquet, mais comme la famille ne prend pas les bains de mer, les précautions ne sont pas trop contraignantes. Il dédramatise la situation. À l'école, le jeune Jacques sait que comme la famille n'est pas très riche, il doit être dans les premières places pour montrer qu'il est capable de réussir, mais ça n'est pas une obsession. Il est donc dans les bons élèves et est considéré comme quelqu'un de sérieux, à tel point qu'une pitrerie exceptionnelle de sa part, sifflée dans le dos du professeur, et le fait qu'il ne se soit pas dénoncé lui laisseront longtemps une impression de lâcheté qu'il se jure de ne pas reproduire. Cet incident fonde une réflexion qui l'amène à construire son code d'honneur. Les événements qui suivent peu après sont d'importance. C'est la guerre. Au début tout va bien dans l'entourage de Jacques qui a maintenant 13 ans, et puis tout d'un coup après l'invasion des Allemands en 1940, Joseph Latsou déclare qu'il faut quitter Amiens pour le sud, où se trouve l'une de ses sœurs. Jacques a alors l'impression de vivre une grande aventure, comme dans un film, même quand les avions s'approchaient pour mitrailler et qu'on courait s'aplatir dans les fossés, jamais je n'ai eu l'idée que les avions allaient pouvoir nous abattre. Jacques observe que le monde est divisé en deux. Ceux qui reçoivent les réfugiés avec beaucoup de gentillesse, ce sont les accueillants, les autres des non-accueillants. À Louviers, la famille est mal accueillie, au Blanc elle est reçue royalement. Un grand lit, des toasts beurrés, de la crème au chocolat. Quand on n'a pas mangé depuis 24 heures, s'exclame Jacques Latsou, on s'en met plein la lampe et on devient malade le lendemain. C'était très bien avec les toasts beurrés, j'avais lu ça dans les romans, et quand le beurre fond on ajoute une petite touche de confiture. Alors ma mère me disait, mettre de la confiture sur du beurre c'est péché parce que c'est gaspillé, c'est deux plaisirs en un seul. Le chemin se poursuit. Grâce à de nombreuses connaissances de Joseph Latsou, la famille fait des escales rassérénantes, même si le confort n'est pas toujours au rendez-vous. À Cahors, Jacques dort dans un fauteuil pour personnes handicapées parce qu'il n'y a plus de lit disponible. Il en tirera une morale, on peut dormir partout, il faut peut-être seulement ne pas avoir trop d'angoisse. Jacques Latsou vit la guerre comme un spectacle, il y participe, mais en même temps cela lui est étranger. Son étonnement arrive avec l'annonce de la signature de l'armistice par Pétain, qui dit faire don de sa personne à la France pour atténuer son malheur. À ce moment-là, Jacques voit son père pleurer et cela le bouleverse. Il ne comprendra pourquoi que le 18 juin, quand il verra son père se redresser et retrouver son sourire. Mon père ne comprenait pas que l'on puisse comme ça pactiser sans relancer quelque chose, et c'est vrai que mon père, chaque fois qu'il a eu des déboires, il est reparti. Accepter la défaite sans vouloir repartir lui semblait quelque chose qui n'était pas digne de l'homme. Je crois que cela m'a beaucoup frappé, ça m'a fait dire que les défaites n'existent que si on finit par les admettre. Si on ne les admet pas, ça veut dire qu'on peut toujours trouver des rebonds. Et quand le 18 juin De Gaulle a parlé, que mon père s'est redressé, j'ai compris qu'il avait retrouvé une autre possibilité d'espérer. Dans le sud, Jacques découvre que le monde n'est pas tout à fait comme il l'imaginait. Il découvre la nature exubérante du Midi avec des légumes et fruits inconnus de son passé picard. Les poivrons, les aubergines, les tomates surtout qu'il ne connaissait qu'à travers les conserves. Il rencontre le tempérament des gens du Sud, un peu différent de ce qu'il connaît. Arrivé à Montpellier, la famille Latsou s'installe chez la tante de Jacques. Joseph Latsou trouve du travail et vend des vêtements sur le marché. Il entame des études de droit pour devenir directeur d'hôpital. Ainsi, il deviendra le directeur de l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Combien de fous a-t-il sauvé de la mort au moment où on les laissait mourir ? Ce poste sera un acte de résistance. Jacques déclare alors qu'il veut être le successeur de son père.
J'ai l'impression que j'ai complété ce qu'il avait commencé. Finalement, c'est peut-être ça être le successeur de quelqu'un. C'est continuer ce qu'il avait commencé, avec ce que cela comporte d'insécurité, parce que ma mère souhaitait que je sois fonctionnaire, car c'était la sécurité. Moi, je pensais à ce que mon père disait. Ce qui est important, ce n'est pas la sécurité, c'est la fidélité à quelque chose. La sécurité, on n'en a rien à foutre. Cet ancrage est le point de départ d'un attachement aux valeurs que Jacques fait siennes. Des rencontres sur son parcours lui permettront de construire son lien de filiation à ces valeurs. De ce fait, Jacques ne se sent pas le droit de faire n'importe quoi, pas plus que d'être n'importe qui. Il est déjà porteur de certaines valeurs, et il est idéaliste. Il sait que son idéal de réussite n'est pas fondé sur l'argent. Mon père avait vécu sans être propriétaire de quoi que ce soit, et je trouvais que ça n'était pas si mal, on vivait bien. Et puis on s'aimait bien, c'est ça qui était l'essentiel, c'est ça aussi la sécurité finalement. Paradoxalement, c'est la mort de son père en 1944, qui en lui laissant un sentiment de vide immense, va l'inciter à aller de l'avant, à démarrer sa propre vie et faire ses propres choix. Au sortir de l'adolescence, le jeune Jacques Latsou se sent fort de ses racines culturelles ouvrières. Il a baigné dans les connaissances qu'apporte l'enseignement secondaire. De la fréquentation des Grecs et des Latins, il garde une préférence pour Platon et à travers lui son maître Socrate. Il a apprécié les auteurs classiques, et notamment les dramaturges Corneille et Racine. Jacques Latsou a grandi dans un univers de culture chrétienne, catholique, ouverte et progressiste. Son grand-père était ami de Marc Sangnier, 1873 à 1950, journaliste, fondateur du mouvement Le Sillon, pacifiste et initiateur du mouvement des auberges de jeunesse en France, ainsi que de l'éducation populaire. Il fut longtemps le tenant d'une gauche chrétienne pour laquelle il sera élu député par 2 fois. Le jeune Jacques le rencontre à l'occasion. Jacques Latsou est profondément croyant, du bain religieux dans lequel il grandit, il construit une foi qu'il fera évoluer et qui prendra une certaine distance avec la doctrine canonique. Jacques Latsou est empreint également de culture musicale, surtout de musique vocale. Sa mère est pianiste, son père chante et compose. Mais ce qui intéresse alors le jeune Jacques, c'est le travail vocal et le plaisir de chanter en polyphonie, pour découvrir l'harmonie. Dans la montagne noire. Jacques Latsou a 17 ans. Il part dans la montagne noire, cette extension au sud-est du Massif central qui relie Lacaune, Mazamet et Bédarieux à la vallée du Lauragais et Toulouse. À sa mère, il a annoncé qu'il partait retrouver sa tante repliée sur un orphelinat d'enfants vers Lacaune. Mais son souhait, c'est de rejoindre le maquis à cet endroit. Jacques appartient déjà à un groupe de résistance au lycée. Il a organisé son parcours jusqu'au réseau en calculant ses étapes en fonction des points de chute chez des paysans amis. Au maquis, il rencontre le responsable du réseau local qui le trouve un peu jeune pour porter les armes et lui demande de s'occuper des enfants. Des enfants ? Jacques est un peu surpris, car il ne soupçonnait pas qu'il puisse y avoir des enfants au maquis. Ils ont entre 8 et 16 ans, et sont une trentaine de garçons et filles que leurs parents ont abandonnés en montagne alors qu'ils allaient être arrêtés. Des petits poussets, en quelque sorte. Jacques est étonné. Comment peut-on lui confier à lui ces enfants dont il est à peine l'aîné, alors que lui-même vient demander asile et protection en offrant ses services comme tireur éventuel ? Il faut veiller à la survie de ces garçons et de ces filles, et les faire manger tous les jours, condition de sa propre survie aussi. Jacques décide donc de commencer par les adresses qu'il connaît pour frapper aux portes. Il négocie avec les paysans quelques victuailles contre des travaux dans les champs, à couvert pour curer étables et bergeries. Il faut éviter le danger que constitue la dénonciation par certains paysans, et veiller à la bonne avancée du travail. Le jambon, les pommes de terre ou les fruits récupérés sont à ce prix. Quelquefois, il y a des ratés, tel ce jour où une machine agraire est tombée dans le ravin par la faute des enfants. Mais les paysans, finalement, ont plus d'humour qu'on ne pense parce qu'ils ont pardonné facilement des trucs de ce genre, alors qu'ils ne nous auraient pas pardonné d'être fainéants. La bonne volonté de chacun rend l'aventure possible et vivable, de même que le fait de partager la nourriture comme le travail. Jacques se défend d'être un petit chef, il n'a que 17 ans. Pour être crédible auprès de ces jeunes, il travaille comme eux, d'autant que certains comme lui viennent de la ville et ne connaissent rien à la vie rurale.
Ils vivent avec acuité le fait de gagner leur pain. Cela pendant 9 mois. C'était déjà une responsabilité d'adulte, commente Jacques là-dessous, et cela m'ouvrira des portes pour la suite, mais surtout je savais que je pouvais le faire. C'est là que Jacques apprend la mort de son père, des suites d'une maladie. Pendant la guerre, Jacques a promis à un copain, André Porte, mort en déportation, de faire un camp de vacances au profit des enfants de déportés. Il a 19 ans alors. Il se propose de prendre la direction de ce camp, ce dont il n'avait théoriquement pas le droit. C'est ainsi que le responsable de la jeunesse et des sports lui donne une dispense. Bien sûr, c'était un déporté et moi un résistant, mais je sais que ça n'est pas par copinage qu'il m'a donné cette autorisation, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi. Cela n'empêche les erreurs de sécurité et parfois une hygiène approximative. Mais on ne déplore aucun accident, et les jeunes sont épanouis. Jacques ne sent pas le poids des responsabilités, il est surtout lui aussi très heureux de vivre ce partage et ces rencontres. Le camp est sur la plage du côté de Montpellier. Pour abriter les jeunes, des tentes du surplus américain ont été récupérées. Quelques semaines plus tôt, Jacques s'était glissé dans une réception offerte à Montpellier par le général de Lattre de Tassigny, et se paye le culot de lui demander des camions de l'armée pour effectuer des transports de jeunes. Il aura les camions et les chauffeurs qui vont avec. Il y a beaucoup d'activités dans ce camp. Outre les bains de mer qui occupent les jeunes, il y a des animations de théâtre que les jeunes préparent pour aller ensuite les jouer au casino de Palavas où ils vont déguiser. Ils chantent aussi et déambulent dans les villages voisins conquérir leur auditoire. Jacques est profondément étonné que ces jeunes qui viennent de vivre le cauchemar de la guerre soient déjà en capacité de partager autant de joie. Cela le fortifie, et ce d'autant plus qu'il lui faut, selon lui, remplacer son père dans les missions qui avaient été les siennes. Au cours de ce camp, Jacques là-dessous sera visité par l'inspecteur de la jeunesse et des sports qui prendra acte de façon bonhomme de ce qu'il voit dans ce camp de jeunes. Mais il conseillera cependant à Jacques de se former, et de rencontrer les animateurs d'une jeune association, les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Suite aux recommandations de l'inspecteur, Jacques suit la formation d'animateur au CMEA où il fait la connaissance de Géo qui deviendra sa femme. Il y sera instructeur, puis membre actif dès 1947. Cette étape est un tournant dans la vie de Jacques, qui va découvrir par ce biais des personnalités qui feront date dans son histoire. Henri Wallon. En 1946, Jacques rencontre Henri Wallon qui crée des communautés d'enfants et qui souhaite des relais pour accompagner les enfants d'une manière nouvelle, autrement que dans le rapport de force courant à l'époque. Je sais et vous obéissez. Henri Wallon, 1879 à 1962, est un philosophe, neuropsychiatre pédagogue et homme politique. Après avoir étudié la psychologie, Wallon commence des études de médecine qui le mèneront notamment à être mobilisé durant la Première Guerre. Il se spécialise en neurologie et mène de concert une carrière universitaire ainsi que des consultations en centre médico-psychologique. Ses nombreux travaux et sa notoriété débouchent sur sa nomination au Collège de France. Wallon travaille longuement sur le développement de l'enfant et l'établissement des stades de développement dont de nombreux chercheurs s'inspireront. Il dirigera le groupe français d'éducation nouvelle jusqu'à sa mort. En tant qu'homme politique, Henri Wallon adhère tôt aux idées des partis de gauche et entrera au Parti communiste français en 1942. Ses engagements lui vaudront une mise au ban de la part du gouvernement de Vichy. Plus tard, il sera nommé secrétaire général de l'Éducation nationale, lors du gouvernement provisoire de la République française présidé par Charles de Gaulle et présentera le projet de réforme de l'enseignement sous le nom de « Projet Langevin-Wallon ». Dans ce temps d'après-guerre, Wallon prend le temps de parler aux jeunes adultes pour les initier à la pédagogie nouvelle. Jacques est sensible à ce discours innovant. Un peu comme le Christ a dit à ses apôtres, Wallon nous dit « Allez et enseignez d'une manière nouvelle, créez la France de demain, etc. » Je me dis tout de même, ce type, il en a dans la tête. Comment il faut faire? Alors il nous dit comment il faut faire. Il faut inventer, il faut créer pour progresser, il faut sortir des sentiers battus, il faut vivre quelque chose de nouveau. Alors, Jacques invente un journal qu'il appelle Le Renouveau, du même nom que la communauté d'enfants créée par Wallon. Une copie sans doute dans ce temps où Jacques se cherche un modèle pour remplacer son père.
Une image sans doute, commente-t-il. En ce temps où je sors de l'adolescence. J'ai presque envie de dire, comme disait Tomkiewicz, que mon adolescence a été volée, en ce sens que je n'ai pas eu le temps de faire le point entre l'enfance et l'adulte et que j'ai donc vécu cette espèce d'adolescence mitigée dans laquelle on n'est pas tout à fait un adulte, tout en ayant des responsabilités d'adulte. Ça donne quelque chose d'un peu bâtard, dont on peut souffrir. Mais moi, ça m'a exalté, d'autant qu'on m'avait offert une émission par semaine à Radio Montpellier et que je construisais cette émission de 10 minutes par semaine comme on construit un roman. 1946, il a 19 ans, le projet de radio l'enthousiaste. Il s'agit d'inviter les jeunes au renouveau, dans cette période du reconstruire, réinventer. Il se dit que le champ est libre. Certes, bien des pères sont morts, mais justement c'est le moment de faire du neuf ensemble. Ce dernier mot devient son leitmotiv. Ensemble. À travers la radio, Jacques rencontre Pierre Dac qui le fournit en chansons à diffuser à l'antenne. Pierre Dac avait composé durant la Résistance, et les chansons qu'il propose alors complètent bien les thématiques développées par Jacques. Dans le même temps, Henri Wallon pousse les jeunes adultes dont Jacques a créé. Il étaye ses propos de conseils avisés, premières approches méthodologiques. Il nous disait, précise Jacques là-dessous, attention, pour faire du nouveau, il faut savoir observer les gens pour faire quelque chose qui leur convienne. C'est lui qui m'a appris qu'observer n'est pas juger. Et chaque fois que je lui présentais une observation, parce que j'ai suivi quelques cours qu'il donnait, il me disait « Ça c'est du jugement et ça c'est de l'objectivation. Essaie de séparer la réalité que tu vois de l'idée que tu t'en fais. » Ces conseils permettent à Jacques d'apprendre à écouter, à voir et à être critique par rapport à son écoute et sa vision. Il apprend à dépasser le premier mouvement de sympathie ou d'aversion, à prendre du recul. Avec Wallon, Jacques découvre une manière de comprendre le rapport à l'autre, ainsi qu'une manière de faire pour laisser à l'autre toute sa place. Il découvre le rapport de l'acte à la pensée, pour créer et non pour reproduire. Pour moi, dit-il, c'était l'inverse de ce qu'on m'avait appris pendant mes études, il faut que tu écoutes bien pour pouvoir reprendre et refaire. Là, Wallon me dit, il faut que tu fasses pour pouvoir arriver à penser. C'est totalement différent, mais en même temps, qu'est-ce que ça libère comme force? Jacques met en œuvre les enseignements de Wallon. D'abord, il est important de lier pensée et action. C'est la pensée qui dicte l'action juste, mais il est important aussi de repenser l'action qui permettra d'ajuster le sens de cette action. Autre idée, il faut apprendre aux gens à partir de ce qu'ils savent, ce qui est nécessaire pour qu'ils découvrent et qu'ils soient moteurs de leur découverte. Troisième idée, l'observation doit être confrontée avec celle de l'observé, sinon cela reste une image. Plus il y aura de perceptions et de débats sur ces perceptions, plus il y aura de richesse dans le raisonnement. Jacques boit ces idées qu'il juge révolutionnaires. Il se reconnaît encore aujourd'hui dans ces préceptes dont il pense que ce sont les bases inoubliables de sa pensée professionnelle, et qui mobilisent dans le même but d'action, les sens et le raisonnement. À cette époque, quelques personnages avançant sur ces chemins de la pédagogie font parler d'eux. Après Pestalozzi au XIXe siècle, sont venus Montessori, Freinet ou encore Kortchak pour porter des paroles allant dans les mêmes directions. Au même moment, Wallon bénéficie au Collège de France d'une audience rare et d'une reconnaissance bâtie sur la qualification de scientificité attribuée à ses travaux. En même temps qu'il se lance dans des activités d'animation ou de radio, Jacques suit le cursus d'une licence de lettres classiques. Son idée est de devenir enseignant, de transmettre pour permettre aux jeunes élèves d'avancer et de se construire ainsi. Et comme ce qu'il connaît le mieux est la culture classique, il fait ses humanités comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il passe en un an sa licence de lettres et prépare en même temps le concours pour l'école normale supérieure qu'il n'obtiendra pas. Heureusement pour lui, dira-t-il, un professeur de Cagnes lui déconseille de poursuivre dans cette voie. Pourquoi voulez-vous faire normal sup? Lui demande cet enseignant. Vous n'êtes pas un philosophe ou un penseur, vous êtes un homme d'action qui place son action au service de la pensée. Si vous persistez sur cette piste, vous risquez de vous couper dans votre élan car votre élan à vous, c'est d'agir et de penser pour construire. Jacques renonce donc à Normal Sup, aux grandes dames de sa mère, et opte pour un poste de professeur de latin par délégation rectorale en 6e nouvelle à Montpellier. Jacques n'a de cesse de mettre en pratique les idées de Wallon dans son approche pédagogique, et pense son enseignement du latin à travers la promenade en ville, dans Montpellier. À Montpellier,
Il y a du latin dans tous les coins. On allait à la découverte du latin, et j'expliquais au fur et à mesure ce que nous rencontrions. Ça n'empêchait pas d'apprendre les rudiments. Mais l'éducation nationale qui n'accepte guère ces méthodes, refuse de continuer dans cette voie. Jacques arrête là son expérience d'enseignement et rentre dans son faubourg. Il retrouve les jeunes de son quartier, dont beaucoup errent et sont désœuvrés. Là, il monte des coups, à la façon de Robin des Bois. Un jour, Jacques investit avec un groupe d'une douzaine de jeunes, le magasin d'un commerçant qui a beaucoup trafiqué avec les Allemands. Les jeunes lui communiquent leur besoin d'une somme d'argent pour construire un centre social dans le quartier. Le but de la manœuvre est de mobiliser ce commerçant sur ce projet et d'avoir l'engagement de sa participation. Sans mitraillette, mais tout de même ça n'était pas très légal, commente Jacques là-dessous. C'était un peu couvert par mon inspecteur de la jeunesse et des sports qui trouvait que ces coups-là, c'était une bonne revanche. Mais ça aurait pu devenir la mafia, et si je n'avais pas eu mon code d'honneur, j'aurais pu me dire, après tout c'est facile de se procurer de l'argent. Alors je leur disais à ces jeunes, ces richesses ne nous appartiennent pas, mais elles ne lui appartiennent pas non plus, on va les redistribuer parce qu'il n'est pas capable de les distribuer lui-même. Ou encore, ils allaient chez tel pâtissier qui avait fait ses affaires durant la guerre. Ne nous en veuillez pas, mais il y a des gens de l'hospice à côté qui attendent un petit dessert pour Pâques, alors aujourd'hui, c'est vous qui le leur offrez. Tous ces jeunes tourneront bien. Le message humaniste de ces actions spéciales est passé et les jeunes ont compris le sens de la démarche et la finalité de ces entreprises. Jacques se sent fort des idées qu'il rencontre au CMEA depuis peu et qui lui servent de garde-fou. Ce sont les idées qu'il a toujours cherchées. Il trouve au CMEA des groupes de femmes et d'hommes qui portent ensemble de grands projets et qui rendent possible par leur cohésion des réalisations a priori utopiques. Cette force repose sur des principes qui la nourrissent. Tout le monde peut désirer et participer à un projet, même les fous, même les tordus. Il n'y a pas de race supérieure, pas plus que de race inférieure. Il y a un homme ou une femme et chacun de ces êtres humains a besoin d'être respecté. L'enfant n'est pas un adulte en réduction, c'est un adulte qui se construit. Il a donc une personnalité, et c'est cette personnalité qu'il lui faut développer. L'activité est essentielle à la création de la personnalité, ça n'est pas seulement un acte, c'est aussi un agir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.